Comment la vie, oui, oui, Douman, quelque chose qui s'en approche, peut jaillir de la non-vie? C'est la question à 1 milliard. Exactement. D'un simple mélange de règles et d'éléments complètement inertes. Aujourd'hui, on va se pencher sur cette question, mais on laisse tomber les éprouvettes. Pas de blouse blanche cette fois. Non. Notre labo est entièrement numérique. On va explorer une étude absolument fascinante de chercheurs de Google et de l'Université de Chicago. Ils ont créé une sorte de soupe primordiale computationnelle. C'est une très bonne image. Et ils ont vu littéralement quelque chose naître du chaos. Et ce quelque chose, c'est vraiment le Graal de la vie artificielle. C'est l'autoréplication. La capacité de faire une copie de soi-même. C'est ça, c'est le point de bascule. Le moment où on passe de ce que l'on pourrait appeler une prévie, donc un désordre sans but, à un état où l'évolution darwinienne peut commencer. D'accord. Sans réplication, il n'y a pas d'héritage. Et sans héritage, pas de sélection. C'est l'étincelle. Alors justement, mettons les mains dans le cambouis numérique. Comment on fabrique une soupe primordiale sur un ordinateur? J'imagine que ce n'est pas juste jeter des 1 et des 0 au hasard et attendre. L'approche est en fait étonnamment simple. Il faut imaginer un très grand espace mémoire, un peu comme une piscine virtuelle. D'accord. Et dedans, on verse des centaines de milliers de tout petits programmes informatiques. Au départ, ces programmes, c'est du charabia, du pur bruit de fond numérique. Donc complètement aléatoire. Totalement. Et le point qui est absolument crucial, c'est qu'il n'y a aucune direction, pas d'objectif. On ne récompense pas les bons programmes, on ne punit pas les mauvais, on les laisse juste interagir. Et dans quel langage ces programmes sont-ils écrits? J'imagine que le choix n'est pas anodin. Ça ne doit pas être du Python aussi. Non, bien au contraire, ils ont choisi une version modifiée d'un langage de programmation volontairement minimaliste et assez tordu, on peut le dire. Il s'appelle Brainfuck. Pardon. Oui, oui, Brainfuck. Dans l'étude, il l'abrège en BFF, c'est plus... C'est plus sobre. Voilà. Ce langage a une caractéristique essentielle pour l'expérience. La frontière entre le code d'un programme et les données qu'il manipule est complètement floue. Attendez, ça veut dire quoi ça? Qu'un programme peut en modifier un autre? Exactement. C'est ça, la clé. La mémoire où sont les instructions et celle où sont les données, c'est le même endroit. Un programme A peut lire le code du programme B et au lieu de juste l'exécuter, il peut le réécrire. Il peut changer la recette de l'autre en somme. C'est une super analogie. C'est cette capacité à se lire et se réécrire mutuellement qui est le moteur de tout le système. C'est dingue. Et une interaction du coup, ça se passe comment? Là encore, c'est d'une simplicité presque déconcertante. L'ordinateur prend 2 programmes au hasard dans la soupe, disons A et B, Ok. il les colle l'un à la suite de l'autre et il exécute le code qui en résulte. L'exécution va presque toujours modifier le contenu des 2 programmes de départ. À la fin, on a A' et B', des versions altérées. C'est un peu comme une réaction chimique, Et on répète ça des millions et des millions de fois, j'imagine. des milliards de fois. D'accord, je vois le principe. On mélange, on mélange, on mélange. Mais honnêtement, j'ai du mal à croire que autre chose que du chaos numérique puisse en sortir. Est-ce qu'ils ont vraiment vu une structure émerger? C'est la grande question. Et la réponse est oui. Ça ne reste pas chaotique. Après avoir laissé le système tourner pendant un très très grand nombre de cycles, qu'ils appellent des époques, quelque chose d'extraordinaire se passe. Ah, Au milieu du bruit, des structures ordonnées apparaissent, des programmes capables de se copier eux-mêmes, des autoréplicateurs, spontanément. mais comment on détecte ça? On ne peut pas regarder des centaines de milliers de programmes un par un si... Non, bien sûr. Et c'est là une des innovations de l'étude. Ils ont mis au point une nouvelle mesure mathématique, l'entropie d'ordre supérieur. Ça a l'air compliqué. Pour faire simple, c'est une façon de mesurer la quantité de structure et de répétition. Et sur leur graphique, la transition est spectaculaire. Pendant des milliers d'époques, c'est le chaos. Et puis, soudain, le nombre de séquences de code différentes, ce qu'ils appellent les tokens, s'effondre. D'accord. Et au même moment, leur mesure de complexité, elle, grimpe en flèche. C'est le signal, c'est clair et net. Un programme a trouvé comment se cloner et il commence à envahir la soupe. C'est comme une alarme qui se déclenche pour leur dire « ça y est, la vie a commencé ». Et est-ce qu'ils ont pu remonter le fil, jouer les détectives pour voir comment le tout premier est né? Ils ont fait exactement ça. Ils ont développé une technique de traçage, un peu comme des traceurs radioactifs en biologie. Chaque octet de code initial avait une étiquette unique. Pour suivre sa généalogie.
C'est ça. Et ce qu'ils ont découvert, c'est très subtil. Le premier réplicateur n'est pas né d'une simple mutation. Il est né d'une interaction complexe entre deux programmes parents qui n'avaient a priori rien à voir. Une boucle de code d'un programme, un pré-réplicateur, s'est mise à copier des octets d'un second programme. Et par un hasard incroyable, Oui. ce processus a fini par assembler sur le second programme une copie du premier. C'est déjà fou. Attendez, le meilleur détail, c'est que la copie était une version inversée, en miroir. Comment ça, inversé? Le premier autoréplicateur qui a émergé était un palindrome parfaitement fonctionnel. Un palindrome comme kayak? Le programme se lisait à l'envers et à l'endroit. C'est le genre de solution que personne n'aurait inventé. L'évolution a de l'humour parfois. On dirait bien. J'imagine qu'une fois que ce champion est apparu, il a tout envahi et l'expérience était finie. On pourrait le croire, mais non, l'histoire ne fait que commencer. Parce que ce premier réplicateur, qu'on va appeler Alpha, n'était pas parfait. Il avait un défaut. Un talon d'Achille, oui. Il était incapable d'écrire sur une zone de la mémoire qui contenait la valeur 0. Si sa cible de copie contenait des zéros, le processus échouait. Ils ont appelé ça l'empoisonnement par le zéro. Donc le premier organisme a tellement bien réussi qu'il a fini par polluer son propre environnement. C'est presque une fable écologique. C'est une excellente analogie. En se répliquant, Alpha remplissait la soupe de son code, mais aussi de ses zéros résiduels qu'il ne pouvait pas écraser. Et donc sa croissance a commencé à ralentir. À stagner, exactement. L'environnement devenait hostile à sa propre survie. Et là, peu de temps après, une nouvelle famille de réplicateurs, Beta, a émergé. Par pur hasard, cette nouvelle variante avait une structure de code un peu différente. Qui lui permettait d'écrire par-dessus les zéros. Précisément. Et dans cet environnement empoisonné par Alpha, il avait un avantage sélectif énorme. Décisif même. Absolument. Beta a pu prospérer là où Alpha échouait. Il a rapidement supplanté la première génération, c'est la sélection naturelle en action en accéléré. On assiste donc non seulement à l'émergence de la réplication, mais à sa première course à l'armement évolutive. C'est exactement ça. Pour rendre ça un peu plus visuel, j'ai lu qu'ils avaient aussi fait des simulations en 2D. Qu'est-ce que ça change? Ah, ça change tout en termes de dynamique. Au lieu d'une soupe bien mélangée où tout le monde interagit avec tout le monde, Oui. ils ont placé les programmes sur une grille, comme les pixels d'un écran. Et chaque programme ne peut interagir qu'avec ses voisins immédiats. Et le résultat? C'est magnifique. On voit littéralement des vagues de réplicateurs se propager à travers la grille, comme des colonies de bactéries dans une boîte de pétri. On voit des espèces différentes coexister, s'affronter aux frontières de leur territoire. Ça crée un écosystème numérique bien plus riche, en fait. Beaucoup plus riche et visuellement, c'est captivant. D'accord. Mais la question qui vient tout de suite, c'est... Est-ce que tout ça, ce n'est pas juste une curiosité liée à ce langage brainfuck un peu bizarre? Si on changeait les règles, est-ce que ça marcherait encore? C'est le test ultime, la généralité. Et c'est ce qui rend cette étude si puissante. Ils ont refait l'expérience dans des environnements radicalement différents. Hein? D'abord, avec un autre langage, Forte, qui est basé sur une pile, une structure complètement différente. Et le résultat, non seulement des réplicateurs ont émergé, mais ils l'ont fait encore plus vite. D'accord, c'est une bonne indication. Mais ça reste un langage un peu abstrait. C'est pour ça que leur test suivant est le plus spectaculaire. Ils ont abandonné les langages théoriques pour utiliser des émulateurs de vrais microprocesseurs. Du vrai, du silicium, en quelque sorte. Exactement. Notamment le Zilog Z80. Attendez, le Z80, c'est la puce qui était dans mon premier ordinateur, un Amstrad CPC. C'est la puce de toute une génération. C'est une puce emblématique, oui. Et vous me dites que dans le code machine de ce vieux processeur, à partir de rien, des programmes se sont mis à naître et à se copier tout seuls. C'est fou. C'est pourtant ce qui s'est passé. Du code machine autoréplicateur est apparu spontanément sur une émulation du Z80. Incroyable. Et l'évolution y était encore plus claire. Ils ont vu plusieurs vagues de succession. D'abord, des réplicateurs un peu primitifs, qui utilisaient la pile mémoire pour se copier, de manière un peu maladroite. Et puis, bien plus tard, une nouvelle génération bien plus sophistiquée a émergé. Ces nouveaux programmes utilisaient les instructions Z80 dédiées à la copie rapide de blocs de mémoire. Comme LDIR, des choses comme ça. Exactement, comme LDIR. Ce qui les rendrait beaucoup plus rapides, plus efficaces. Inutile de dire qu'ils ont complètement exterminé les premières générations. Le fait que ça se produise sur une vraie architecture de processeur, ça ancre la recherche dans une réalité tangible. Ça n'est plus une simple curiosité de laboratoire, non. C'est beaucoup plus fondamental.
D'accord. Mais est-ce que ça a marché à chaque fois? Ont-ils trouvé un environnement où, quoi qu'ils fassent, rien ne se passait? Le grand silence. Oui, et ce contre-exemple est tout aussi instructif. Ils ont testé un autre langage ultra minimaliste, Sublake, qui n'a qu'une seule instruction. Une seule. Une seule. Et là, malgré des milliards d'interactions, rien. La soupe est restée désespérément aléatoire. Silence radio. Et pourquoi? Quelle est l'explication? Leur hypothèse est très élégante. Ils ont essayé d'écrire eux-mêmes, à la main, le plus petit autoréplicateur possible en Sublake. Et ils se sont rendus compte qu'il était beaucoup plus long et plus complexe que les réplicateurs qui émergeaient spontanément dans les autres langages. Ah, je vois. La conclusion, c'est qu'il semble y avoir un seuil de complexité. Si la graine de la vie, le plus petit programme capable de se copier, est trop complexe pour être assemblé par hasard, eh ben, elle n'émergera jamais. Il faut un juste milieu. C'est ça. Un langage assez puissant pour permettre la réplication, mais où la solution la plus simple reste accessible au hasard. Si la première marche est trop haute, l'escalier de l'évolution n'est jamais emprunté. D'accord. Si on essaie de synthétiser un peu tout ça, le message principal, c'est que des comportements qui ressemblent à la vie, la réplication, la compétition, l'évolution, peuvent apparaître tout seuls. Sans designer, sans but. Et que le vrai moteur, ce n'est pas tant la mutation d'un bit au hasard, mais l'interaction constante, la capacité des programmes à se réécrire les uns les autres. Oui, ce n'est pas un coup de chance. C'est une propriété qui émerge de la dynamique du système. Et il faut aussi voir en quoi c'est une avancée par rapport aux expériences classiques de vie artificielle comme Tierra ou Avida. Oui. Quelle est la différence, Fan? Dans ces simulations, les chercheurs injectent toujours au départ un premier réplicateur qu'ils ont écrit eux-mêmes, un ancêtre. Ils étudient ensuite comment il évolue. Alors qu'ici, Ici, on part de rien. On étudie l'abiogénèse, l'origine même de la réplication. On observe la transition de la prévie à la vie. C'est un pas en amont qui était resté très théorique jusqu'ici. et pour finir, je voudrais qu'on s'arrête sur la question que les chercheurs posent à la fin de leur article. Une question qui donne vraiment le vertige. Allez, lis. Si des règles aussi simples peuvent mener spontanément à des réplicateurs qui se battent pour survivre, qu'est-ce qui pourrait émerger si on complexifiait juste un tout petit peu les règles de base? C'est la grande inconnue. Est-ce qu'on regarde, dans ces simulations, l'équivalent numérique des premières bactéries? Et est-ce qu'on pourrait un jour apprendre à guider subtilement cette évolution, non pas en la forçant, mais en créant les bons environnements pour faire émerger des fonctions de plus en plus complexes? Et peut-être, qui sait, des formes d'intelligence radicalement nouvelles. Voilà, de quoi nous laisser réfléchir un bon moment.